Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse, format IA sans blabla. On a tous déjà ressenti cette frustration absolue. Imaginons la scène, on travaille intensément sur un projet, l'outil génère des idées à une vitesse incroyable, on se sent extrêmement productif et soudain, c'est le mur. La session se bloque après avoir rédigé à peine 3 paragraphes et le fameux message rouge apparaît pour nous dire que la limite de requête est atteinte en plein milieu d'une réflexion importante. L'objectif de cette analyse aujourd'hui, c'est d'ouvrir le capot technique pour comprendre très précisément pourquoi ces outils s'épuisent parfois si vite et surtout, comment régler ce souci à la racine. Attention, mettons les choses au clair tout de suite, il n'y aura aucune promesse absolue ici. Pas de formule magique bidon garantissant une utilisation illimitée. L'idée est d'adopter une approche rigoureuse, réaliste et pédagogique pour optimiser radicalement la consommation des ressources au quotidien. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour régler ce problème d'épuisement prématuré des limites, on va décortiquer 6 véritables leviers pratiques sur lesquels on a un contrôle total. On va passer en revue le pillage du contexte invisible, la gestion du poids des fichiers, la structuration des requêtes, le choix du modèle, la maîtrise de l'environnement pour finir sur une checklist indispensable des bonnes pratiques. Abordons sans plus attendre notre première grande partie qui est sans doute la plus importante, le piège du contexte, cet ennemi invisible. En fait, il y a un malentendu fondamental sur la façon dont ces systèmes gèrent les conversations longues. On s'imagine souvent, à tort, que seule la dernière question posée consomme de l'énergie. Du coup, face à un blocage soudain, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est « Pourquoi les limites s'épuisent-elles si vite après seulement une poignée de messages échangés ?» On a tendance à se dire que la dernière requête était peut-être trop complexe. Mais en réalité, le coupable n'est quasiment jamais le dernier message. Le véritable responsable, c'est l'accumulation silencieuse et massive qui s'opère en arrière-plan, à chaque seconde de la conversation. Le point crucial ici, pour bien cerner cette mécanique d'accumulation, c'est de définir le carburant même de la machine, le token. Un token, c'est l'unité de base que le système utilise pour lire et générer du texte. Mais attention, ce n'est pas du tout une simple équivalence avec un mot, c'est beaucoup plus subtil que ça. Selon la langue utilisée, la complexité orthographique ou même la ponctuation, la consommation peut littéralement exploser. Prenons un exemple concret. Un mot long et complexe comme « anticonstitutionnellement » ne comptera pas pour un seul token. Le système va le découper en 6 ou 7 morceaux distincts. Pire encore, une simple virgule ou un point d'exclamation compte pour un token entier. La consommation réelle calculée par l'algorithme est donc toujours, de façon totalement invisible pour nous, beaucoup plus élevée que le simple nombre de mots affichés à l'écran. Et c'est précisément cette fragmentation invisible qui provoque un effet boule de neige absolument redoutable. C'est une véritable hémorragie de ressources. Si on observe l'évolution d'une conversation standard, au tout premier message, la consommation est minime. Le système traite une requête fraîche. Mais dès le 5e message, l'historique commence déjà à peser lourd. Arrivé au 15e échange, c'est une véritable montagne de textes et de nuances qu'il faut gérer. Et au 30e message, on fait face à un drainage massif et total. La raison technique derrière ça est implacable. À chaque nouvelle question, la machine n'a pas de mémoire humaine. Elle est obligée de relire et d'analyser la totalité de la conversation depuis le tout premier mot. Donc si l'historique fait déjà 10 000 mots, la machine relit ces 10 000 mots, calcule les tokens, avant même d'écrire la première lettre de sa nouvelle réponse. Alors pour stopper cette hémorragie, il existe une technique extrêmement concrète qu'on appelle la technique du point d'arrêt. Dès qu'on sent qu'une discussion s'éternise ou dérive, il faut utiliser une instruction de clôture très claire. La phrase exacte que l'on voit ici est à conserver précieusement et à copier-coller. Résume tout ce qui est important dans cette conversation sous forme de fiche projet courte, structurée et réutilisable. C'est magique. Une fois que la machine a généré cette synthèse ultra condensée de quelques lignes, on ferme simplement l'onglet, on ouvre une nouvelle session totalement vierge et on y injecte ce résumé. On repart ainsi sur des bases propres, avec tout le contexte, mais en laissant derrière soi le fardeau monstrueux des dizaines de messages précédents. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième levier stratégique, tout aussi crucial, la gestion du poids des fichiers, ou ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'iceberg. Sur l'interface, on ne voit souvent qu'une petite ligne de texte inoffensive, la courte question qu'on vient juste de taper. Mais la partie émergée de l'iceberg, ce sont les immenses pièces jointes qu'on a téléchargées en fond. L'erreur classique, et très destructrice en termes de limites, consiste à importer un énorme rapport financier de 150 pages, de poser une question dessus, puis de retélécharger exactement ce même document massif dans 3 ou 4 autres conversations dans l'heure qui suit. Le poids caché que la machine doit digérer en boucle est colossal. Pour optimiser tout ça, il faut mettre des œillères à l'outil. Au lieu de lui laisser analyser un document de manière globale, on doit exiger l'exploration de sections extrêmement ciblées. Par exemple, une requête comme « analyse uniquement le chapitre 4 du document, ignore complètement les annexes et résume les risques budgétaires » va cibler la machine au millimètre près. Elle évite ainsi de gaspiller une énergie folle à lire 150 pages alors que 2 seules pages suffisaient amplement. Passons au 3e point d'optimisation, structurer efficacement les requêtes en adoptant ce qu'on appelle la méthode du cahier des charges. Ceci illustre d'ailleurs parfaitement le fossé immense entre une très mauvaise habitude, pourtant super répandue, et la méthode de travail optimale.
Trop souvent, on interagit avec ces outils exactement comme si on envoyait des SMS rapides à un collègue de bureau. Un premier petit message pour demander un plan, un deuxième juste pour dire d'ajouter une introduction, un troisième pour réclamer des exemples. Ces micro-requêtes fragmentées sont une catastrophe car elles forcent le système à recharger l'intégralité du contexte en boucle à chaque nouvelle notification. À l'opposé, l'approche vraiment efficace, c'est celle du cahier des charges exhaustif. Au lieu de dire simplement « écris un article puis d'ajuster le tir pendant 10 messages », on dira dès le départ « rédige un article de 500 mots, adopte un ton professionnel, structure le texte avec une introduction en 3 points et intègre 2 exemples issus du secteur technologique. » Boum! Une seule requête massive, très bien structurée en amont, coûtera systématiquement beaucoup moins cher en ressources qu'une dizaine d'échanges décousus. Et cette même logique de grande précision s'applique aussi lors des étapes de correction. Quand un texte long est généré et qu'une seule petite partie pose problème, le pire réflexe imaginable, c'est de demander de tout réécrire en changeant simplement la partie 4. En faisant ça, on force la machine à régénérer et à recalculer des milliers de tokens de façon parfaitement inutile. La bonne pratique exige de demander des modifications purement chirurgicales. L'instruction doit être claire. Modifier uniquement le paragraphe 4 sans toucher à la moindre virgule du reste du document. C'est une approche nette, propre, qui économise un nombre considérable de ressources système. Ce qui nous mène au 4e pilier stratégique de notre analyse, choisir le modèle adapté pour éviter ce fameux effet bulldozer. Ce qui est vraiment fascinant à observer ici, c'est la cartographie des outils et la manière dont on peut allouer les ressources de façon intelligente. Faire appel au modèle le plus sophistiqué et le plus lourd du marché simplement pour corriger 3 fautes de frappe ou reformuler un email de 2 lignes, c'est exactement comme utiliser un énorme bulldozer industriel pour aller planter des petites fleurs dans un jardin. C'est un gaspillage déraisonnable. Les modèles de catégorie dite légère sont ultra rapides, économiques et parfaits pour rédiger des brouillons ou faire des résumés de surface. Les modèles intermédiaires constituent, eux, l'outil de travail standard pour l'analyse classique de tous les jours. Enfin, il faut absolument réserver les modèles avancés qui coûtent extrêmement cher en puissance de calcul pour des tâches pointues comme les audits juridiques ou les raisonnements hautement complexes. Aligner le niveau de l'outil avec la vraie difficulté de la mission est fondamental pour ne pas saturer ses limites. Nous en arrivons au 5e levier, souvent ignoré, maîtriser son environnement de travail et surtout couper les poids morts. Les plateformes modernes sont devenues extrêmement sophistiquées. Elles sont bourrées d'options géniales qui tournent en tâche de fond pour améliorer l'expérience. Mais si on n'y prête pas attention, ces options ont un coût caché immense. La recherche sur le web en temps réel, la mémoire globale qui tente de faire des liens avec d'anciennes sessions d'il y a 3 mois, l'activation de multiples connecteurs externes, toutes ces fonctionnalités sont fascinantes sur le papier, mais si elles restent activées par défaut, elles créent un véritable poids mort invisible. L'outil va continuellement scanner des informations à l'extérieur ou relire sa vaste base de données personnelles à chaque clic, même si la tâche immédiate n'en a absolument aucun besoin. La règle d'or pour retrouver une vraie fluidité, c'est de désactiver froidement toutes ces fonctionnalités avancées et de ne les rallumer que pour la session bien précise où elles sont strictement indispensables. Pour synthétiser tout ce qu'on vient de voir de manière super concrète, passons à notre 6e et dernière étape, la checklist des bonnes pratiques. Il est important de préciser que ces méthodes ne constituent pas des hacks magiques ou des failles secrètes du système, mais bien une véritable hygiène de travail numérique. Voici donc le plan d'action systématique en 7 points à appliquer. 1. On maintient les conversations les plus courtes possibles. 2. On recourt systématiquement à la technique du point d'arrêt pour synthétiser et repartir sur un historique vierge. 3. On arrête d'importer le même énorme document en boucle. 4. On regroupe toutes ces consignes dès le départ dans une requête hyper structurée, façon cahier des charges. 5. On adapte systématiquement le choix de l'outil à la complexité de la mission. 6. On coupe immédiatement tous les outils de fond qui ne servent pas. Et 7. Lors des révisions, on privilégie uniquement les retouches chirurgicales. En assimilant cette grande rigueur technique, une réflexion un peu plus philosophique s'impose en guise de conclusion. En appliquant un cadre aussi strict, n'est-on pas, au fond, simplement en train de brider le vrai potentiel créatif de l'outil ? Eh bien, bien au contraire. Optimiser les tokens ne consiste en aucun cas à limiter la machine. Il s'agit en fait de comprendre intimement sa mécanique interne pour pouvoir l'utiliser avec beaucoup plus de finesse, d'intelligence et de stratégie. En éliminant tout le bruit de fond et les données totalement inutiles, on permet au système de concentrer l'intégralité de sa puissance de calcul sur la tâche qui a une véritable valeur pour nous. C'est très précisément de cette manière que l'on passe d'une interaction souvent frustrante et bloquante à une véritable maîtrise professionnelle de la technologie. Une fois qu'on arrête de se battre contre les limites techniques de la machine, la vraie question devient alors quelle sera la limite de notre propre créativité ?